Si l'époque d'entre-deux-guerres est caractérisée par toutes sortes d'innovations, par toutes sortes de recherches formelles, politiques, sociales, il existe cependant une riche tradition du roman qu'on va appeler pour faire court traditionnel, qui se déploie toujours entre les années 1920 et 1940. C'est l'objet de cette présentation qui, comme toutes les présentations de cette série, n'a pas la prétention d'épuiser la matière, mais de donner un aperçu de quelques lignes de force et de mettre le projecteur sur quelques œuvres et sur quelques écrivains. En effet, en dépit de multiples mises en question, la narration résiste. On continue à construire des personnages, à faire attention à l'organisation rigoureuse de l'intrigue autour de ces personnages et on continue à aimer la référence au réel. En fait, des écrivains, aussi bien que le public, sont attachés à l'illusion que procure le roman, à la possibilité de parcourir en quelques heures l'histoire d'une vie, l'histoire de plusieurs vies, et de découvrir de ce fait des replis de l'âme humaine, de reconstituer le passé, d'aller dans des endroits lointains, plus ou moins exotiques, et surtout de suivre au long cours un objet qui a été soigneusement agencé avec des mots. Un des écrivains les plus représentatifs de ce groupe d'auteurs traditionnalistes est François Mauriac. François Mauriac est extrêmement lu dans les années 1920 et 1930, peut-être un petit peu moins connu de nos jours, mais ses romans, comme Thérèse d'Esquerroux, Le nœud des vipères, Le mystère Frontenac, continuent à être réédités et à faire les délices de générations de lecteurs. Je signale également que François Mauriac réfléchit sur la construction romanesque dans une série de textes. Donc, c'est aussi bien un poéticien qu'un praticien du roman. Qu'est-ce qui fait son succès? François Mauriac est un auteur bourgeois. Il est d'extraction bourgeoise, il dépeint des personnages qui appartiennent à des familles bourgeoises et il est proche, il partage ces valeurs de la bourgeoisie. Toutefois, le regard qu'il porte sur le monde dont il est extrait est sans complaisance. Il va nous montrer la bassesse de ces familles bourgeoises dans lesquelles souvent l'argent est le moteur principal, à la fois des attachements, à la fois des actions, à la fois du regard qu'on jette sur le monde. Il dénonce également la bigoterie, à laquelle il oppose la vraie croyance. François Mauriac est un auteur catholique, il est croyant. Il voit dans le catholicisme une possibilité de dépassement de sa propre bassesse. Et il accuse d'ailleurs les gens qui vont juste à l'église pour satisfaire à une obligation de ne rien comprendre au catholicisme et de contribuer au mal dans le monde. C'est le thème principal de plusieurs de ses œuvres dans lesquelles on va voir des personnages à un moment donné rompre violemment avec leur famille au nom précisément des valeurs qui lui ont été enseignées, qui lui ont été transmises par cette famille. Souvent, cette rupture est suivie d'un retour puisque le personnage qui s'en va, le personnage qui conteste, qui dénonce, ne s'en va pas pour inventer autre chose. Il s'en va pour donner du sens en fait à ce que ses proches ont oublié. Il y a donc dans les romans de François Mauriac un cheminement vers l'amour dont l'exemple le plus clair est donné par le personnage principal du nœud de vipère, un père de famille qui commence par haïr violemment sa femme et ses enfants, qu'il voit comme étant vils et intéressés, et ce personnage, petit à petit, par l'écriture, par l'observation, va finir par découvrir que ce qu'il habite, en réalité, est une forme profonde d'amour envers cette même famille qu'il détestait auparavant. Un deuxième auteur important de ce courant, on va dire traditionnaliste, et chez lequel on va retrouver la même préoccupation pour la spiritualité, la même préoccupation pour l'authenticité de la foi, pour l'authenticité des valeurs sur lesquelles se fonde la société. Donc un deuxième auteur est Georges Bernanos. Dès 1926, avec Sous le soleil de Satan,
Georges Bernanos remporte un énorme succès. Vous avez à l'écran une image d'une des adaptations de ce roman au cinéma avec Gérard Depardieu dans le rôle du curé d'Onisson qui est nommé dans une paroisse et qui doute de sa propre foi et qui doute de ses propres forces. En dépit de cette fragilité et de ses doutes, ce curé va réussir à sortir victorieux d'un combat avec Satan grâce à son humilité même si finalement il n'est pas toujours efficace dans son action. Donc la femme qu'il tient dans ses bras sur cette image, c'est Mouchette, une jeune fille qu'il essaye de sauver de ses propres démons, hein, et il va échouer avec Mouchette. Cependant, en dépit de cet échec, le curé d'Onisson va malgré tout finir comme un saint homme. Pourquoi? Parce que, tout comme les personnages de Mauriac, il est sincère et authentique avec soi-même. Et c'est cette absence de sincérité, ce service payé du bout des lèvres à Dieu et à la vérité, qui est dénoncé par Georges Bernanos dans une autre de ses œuvres qui a eu un écho retentissant, qui est La Grande Peur des bien-pensants. Alors, c'est une œuvre assez complexe dans laquelle d'ailleurs on peut entendre un certain nombre d'accents antisémites. Mais ce qu'il faut voir, c'est que celui qu'on accuse d'antisémitisme, Bernanos, est à la fois celui qui va dénoncer en 1938, dans les grands cimetières sous la Lune, le régime franquiste. Il faut aller donc au-delà de ces représentations à l'emporte-pièce et se rendre compte que ce qu'il y a chez Georges Bernanos, c'est, je l'ai dit, une exigence d'authenticité, de faire ce qu'on dit et de croire ce qu'on dit. Une exigence qu'il s'oppose à soi-même et qu'il oppose aux autres, c'est-à-dire à l'histoire dont il est issu, à la famille dont il est issu, au peuple dont il est issu. Je suis passé un petit peu plus vite sur le journal d'un curé de campagne de 1936, dans lequel on va retrouver pas mal des thèmes sous le soleil de Satan. Je vous invite à lire l'extrait du texte 3 que vous avez dans la brochure afin de mieux illustrer ce thème de la spiritualité chez Georges Bernanos. En changeant assez radicalement de ton et d'atmosphère, parlons également de Colette. Ce ne va pas de soi de mettre Colette à côté de François Mauriac et de Georges Bernanos. Colette est à l'opposé de ces écrivains par son idéologie. Elle est élevée par une mère athée. D'ailleurs, on a des anecdotes célèbres comme celle qui nous montre Colette en train de lire Corneille cachée dans un missel lorsqu'elle va à l'église. Colette mène d'ailleurs une vie qui, selon les normes de l'époque où elle a vécu, est une vie scandaleuse. Elle va divorcer, elle va avouer assez ouvertement sa bisexualité. Donc elle aime aussi bien des hommes que des femmes. Elle a des relations absolument notoires avec une série de femmes. Elle gagne sa vie en étant mime, en étant comédienne, avant de connaître vraiment le succès littéraire et avant d'être journaliste. Par exemple, elle a assumé la direction littéraire du journal Le Matin. Cependant, Colette peut être mise à côté de Bernanos et de Mauriac dans la mesure où, tout comme eux, elle croit dans la capacité du roman, dans la capacité du récit d'emporter le lecteur, d'apporter quelque chose au lecteur. Ces textes ne sont pas des laboratoires expérimentaux. Il y a une forme de simplicité de la narration que l'on va trouver dans ces œuvres. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait en grande partie leur succès. Ce sont de courts romans qui se lisent comme de l'eau extrêmement facilement. Il serait cependant erroné de s'arrêter à cette apparente facilité. La langue de Colette est extrêmement riche. Elle est attentive aux sonorités, elle est attentive aux images, elle est attentive à trouver le mot juste. Et derrière l'apparente donc facilité du récit, on va voir une foisonnance de la description, notamment de la description de la nature, de la description des animaux. Colette est
amoureuse des chats, des chiens, une passion qui lui vient de sa mère. Elle est amoureuse de cette vie animale qui entoure les hommes et que les hommes ont parfois tendance à passer de vue, à considérer insignifiante. L'œuvre de Colette montre qu'il n'en est rien. Le personnage principal, on va dire, de Colette, est une projection d'elle-même dans le personnage de Claudine. Il y a toute une série de Claudine à partir de 1895. Claudine à l'école, La maison de Claudine, Claudine s'en va. Il y en a plusieurs autres. Vous le savez peut-être d'ailleurs, bon nombre de ces titres n'ont pas été publiés sous le nom de Colette, mais sous le nom de son premier mari, Willy. L'œuvre de Colette ne se réduit cependant pas à Claudine. Elle est connue également pour sa relation avec Bertrand de Jouvenel, qui est en fait le fils de son deuxième mari, et une des œuvres les plus connues qui raconte cette relation extra-conjugale et cette relation troublante entre une femme plus âgée et un jeune homme. Donc une de ses œuvres les plus connues est Le blé en herbe de 1923. Mais je voudrais finir en mentionnant un très beau roman peu connu de 1930, Sido, qui est un véritable hymne que Colette écrit pour sa mère, une remémoration chaleureuse, amoureuse de cette femme qui, de notre point de vue, si on l'a rencontrée, probablement on dirait qu'elle n'a rien de spécial, mais qui devient un personnage magique sous la plume de Colette. Et quand je dis de personnage magique, elle n'a rien d'extraordinaire, elle n'est pas magnifiée, mais elle est rendue belle par l'écriture. En changeant de nouveau d'atmosphère et de ton, parlons des écrivains régionaux. L'écriture liée à une région géographique précise de la France n'est pas une invention du XXe siècle. On peut la faire remonter à George Sand, donc au XIXe siècle. Mais on assiste au XXe siècle à une véritable explosion de cette veine littéraire, à la multiplication des auteurs qui gardent un lien très fort avec l'endroit où ils sont nés ou l'endroit où ils vivent et qui entendent proposer une sorte de contre-culture par rapport à la culture unificatrice d'une France majoritairement parisienne. L'écrivain sans doute le plus connu de ce courant est Jean Giono. C'est un romancier, également un scénariste, et son œuvre est marquée par les paysages, les images, les sons de la Provence. Une Provence qu'il n'a presque pas quittée. Il a pratiquement vécu toute sa vie à Manosque, sauf quelques brèves incursions dans les pays du Sud. Et c'est cette province donc qui va constituer le cadre et qui va être même un personnage à part entière de son œuvre. On la retrouve dans Colline, on la retrouve dans le roman de 1929 qui s'intitule Un de Beaumougne, et on la retrouve dans Regain, dont vous avez un extrait dans la brochure. Regain est à la fois un chant de cette province et puis une sorte de récit d'une renaissance, la renaissance d'une maison, la renaissance d'une famille, la renaissance d'une lignée, grâce à une rencontre improbable qui se produit entre une sorte de chasseur asocial et puis une femme exploitée que son précédent protecteur laisse littéralement sur la route. Vous avez un extrait de Regain et je vous invite à le découvrir pour découvrir ce mélange de spiritualité et de paganisme qui caractérise, au-delà de la représentation de la Provence, donc qui caractérise l'œuvre de Jean Giono. On peut citer plusieurs autres auteurs régionalistes. Je n'en mentionne que deux ici, Pierre-Jacques Elias en Bretagne, Joseph Loubet, qui est un des Félibriges, donc un des chantres de la Languedoc, et on pourrait aller plus loin. Terminons ce parcours en évoquant le roman fleuve, un genre tout à fait spécifique de la période 1900 à 1950 et qui, après la Seconde Guerre mondiale, ne trouve plus tout à fait son public, ou plus exactement se déporte vers la littérature pour la jeunesse et pour les adolescents. Avant 1950, le public est friand
d'œuvres de vaste dimension, d'œuvres qui ont des ambitions totalisantes. En fait, il s'agit de refléter le monde et sa complexité, de combiner la petite histoire d'individus, de familles, avec la grande histoire et de faire entendre les échos de cette grande histoire dans les destinées individuelles et, à l'inverse, la façon dont les destinées individuelles contribuent à la marche de la grande histoire. C'est cette ambition que l'on trouvera, par exemple, chez Romain Rolland, qui, entre 1904 et 1912, publie une œuvre romanesque qui était célèbre à l'époque, Jean-Christophe. Sachez également que Jean-Christophe a donné lieu à des adaptations cinématographiques en plusieurs épisodes et que ces adaptations cinématographiques, à défaut du roman, ont trouvé leur public, ont tenu des générations de spectateurs en haleine, non seulement en France, mais également à l'étranger. Marcel Proust lui-même, avec sa recherche du temps perdu en 7 volumes, témoigne de cette fascination pour l'œuvre au long cours où des éléments soigneusement mis en place en début de roman s'éclairent à la fin et donnent une vue d'ensemble d'une construction qui était plus ou moins occultée auparavant pour le lecteur. Mentionnons également Jules Romain, avec ses hommes de bonne volonté, un cycle romanesque bien oublié aujourd'hui, mais qui est composé de 27 volumes et qui couvre l'histoire de la France entre 1908 et 1932. On y trouvera des personnages qui sont indifférents vers la montée de la guerre, ensuite de plus en plus conscients de la catastrophe qui se trame. On aura une description de Verdun, une mise en scène de Verdun et de l'après-guerre qui n'est malheureusement pas mis sous le signe de la paix, en dépit de la bonne volonté de certains. Enfin, mentionnons les Thibauts de Roger Martin Dugard, l'histoire d'une famille de plusieurs générations, confrontée à leur tour aux aléas de l'histoire. Ce qu'on voit dans toutes ces œuvres, c'est une véritable confiance dans les capacités du roman. Tous ces romanciers sont des héritiers des fresques du XIXe siècle et l'ambition balzacienne de faire concurrence à l'état civil, on voit qu'elle ne s'est pas éteinte avec les expérimentations romanesques, narratives, littéraires qui ont cours par ailleurs à la même époque.